Bienvenue à tous dans ce 5e opus de notre série de webinaires dédiés à l'expérience client. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, du détracteur à l'ambassadeur, une stratégie personnalisée pour chaque client. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment une explosion des attentes, que ce soit en termes d'instantanéité, d'ultra-personnalisation, et que la relation client, vraiment, ça devient un avantage concurrentiel. Donc aujourd'hui, je suis avec Marie-Line, qui est chargée d'études au sein de l'Institut Sphinx. Et donc, je me présente aussi, Séverine, directrice d'études à l'Institut également. Donc, nous sommes toutes les deux pour vous présenter ce webinaire. On vous remercie d'être aussi nombreux à vous être joints à nous. Juste un petit point logistique avant de commencer. Si vous n'avez pas l'habitude de nos webinaires, vous avez 2 onglets en bas à droite de votre écran. Un onglet de chat qui va vous permettre d'échanger sur des questions diverses et variées. Et surtout, cet onglet questions. Donc, si vous avez des questions, on vous demande, par rapport à ce qu'on va présenter avec Marie-Line, on vous demande de bien utiliser cet onglet questions. Ça permettra à notre collègue Morgane de pouvoir y répondre pendant le webinaire. Et éventuellement, avec Marie-Line, on pourra revenir sur certaines d'entre elles à la fin de la présentation. Alors, avant de démarrer, nous souhaitions brièvement vous présenter la société Sphinx. Donc, Sphinx est un éditeur français de logiciels d'enquête et d'analyse, mais aussi un institut d'études. Donc, en tant que chargé d'études, nous travaillons à la fois sur des prestations d'études quantitatives, qualitatives, et nous accompagnons aussi nos clients dans le cadre de leurs projets d'enquête. Alors, voici le programme du webinaire. Aujourd'hui, donc, on commencera par poser les bases d'une stratégie orientée client. Donc, cela pour vraiment comprendre la logique de segmentation et finalement l'intérêt d'avoir une réflexion stratégique en amont. C'est vraiment pour introduire le sujet. Ensuite, dans une deuxième partie, on verra comment identifier vos profils de clients à partir de vos KPI, vos données d'enquête, et cela pour finalement apprendre à reconnaître différents types de clients pour mieux les comprendre. Et enfin, dans une troisième partie, on passera vraiment à l'opérationnel, comment adapter vos actions selon les profils. Et là, on verra des exemples concrets d'actions qu'on va pouvoir mettre en place pour chacun des profils qu'on aura identifiés. Alors, commençons par cette première partie qui va nous permettre de comprendre la logique de segmentation et l'importance d'avoir une stratégie. Alors, avant même de définir les profils clients, il est important de se poser cette question. Pourquoi segmenter ces actions? Alors, d'abord, tout simplement parce que les clients ne se ressemblent pas. Ils n'ont pas les mêmes attentes, le même parcours, les mêmes usages de votre produit ou de votre service, ni le même niveau de satisfaction. Donc, c'est vrai que traiter tous les clients de la même manière, ce serait prendre le risque finalement de mettre en place des actions qui ne sont pas vraiment adaptées. Et aussi de ne pas répondre finalement aux spécificités de chacun. Ensuite, parce que le message standardisé atteint ses limites. On le voit avec des emails qui sont envoyés à l'identique à un grand nombre de répondants. Finalement, cela fatigue le répondant, ça participe à une sursollicitation et ça peut finalement entraîner un désintérêt, voire un désengagement. Alors également, parce qu'une action ciblée, en fait, va engendrer un retour sur investissement qui va être plus important. Une réponse adaptée, ça va renforcer la satisfaction, ça va augmenter l'engagement et ça va favoriser une relation plus durable. Là, l'idée vraiment, c'est de se dire qu'on va plutôt miser sur la qualité que la quantité et qu'une action ciblée, en fait, c'est plus important qu'une action de masse. Dernier point, la segmentation révèle également des leviers qui sont cachés. On va pouvoir identifier en fait des détracteurs silencieux, des promoteurs dormants, et en fait, on va s'ouvrir de nouvelles opportunités relationnelles. Alors, une fois que l'on comprend pourquoi il est essentiel de segmenter ses actions, il faut savoir comment le faire efficacement. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et la première clé, vraiment, c'est de bien connaître vos clients. Pour cela, vous allez pouvoir vous appuyer sur vos données,
donc vos données d'enquête, hein, et ça va vous permettre d'identifier différents types de clients. Donc, ça peut être à partir des comportements, des motivations, des habitudes d'interaction. Donc, à la fois des profils, mais aussi des signaux faibles. Et c'est un point sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Des signaux faibles qui, parfois, finalement, précèdent un désengagement ou un changement d'attitude. La deuxième clé, c'est de segmenter intelligemment. Donc, c'est-à-dire de créer des typologies ou des scores pertinents qui ont du sens dans votre contexte. On va par exemple pouvoir croiser différents types de données et ces segments vous permettront ensuite de guider vos actions vraiment de manière ciblée et pertinente. Alors également, une autre clé, ça va être de définir des scénarios qui soient adaptés à chaque profil en partant du principe que si on construit des réponses qui sont spécifiques au niveau d'engagement, on va avoir une stratégie qui va être plus efficace. Également, ça va être d'avoir des mesures en continu et en fait de pouvoir ajuster en continu également en mettant en place un suivi qui soit par KPI ou par persona et d'ajuster en permanence en fonction des retours clients qu'on va avoir. Et dernier point, c'est vraiment de mixer en fait entre le digital et l'humain en se disant qu'on va s'appuyer sur l'automatisation pour tout ce qui est ciblage, par exemple, mais que c'est l'humain au final qui va faire la différence. Et là, on est vraiment dans l'idée de se dire qu'on est sur une stratégie qui est vivante, agile et qui est centrée autour de la voix du client. Donc, sur cette deuxième partie qui va être très rapide, c'est ce qui va nous permettre d'identifier nos profils clients. Et là, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avant de chercher en fait, à améliorer l'expérience client, il faut qu'on comprenne qui sont nos clients et comment ils perçoivent nos services. Donc, pour cette partie-là, si vous n'y avez pas participé, il y avait le précédent opus de la série de webinaires, c'était les 6 KPI de l'expérience client, vos alliés stratégiques. On va repasser très, très rapidement dessus. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder en replay. Ça permettra de compléter par rapport à toutes les infos qu'on va vous donner avec Marilyn pendant la présentation. Donc, je vous fais juste un très rapide rappel. Ça, c'est les 6 KPI qui sont présentés sur le webinaire. Donc là, par rapport au profil qu'on va vous présenter avec Marilyn, effectivement, on s'appuie surtout sur la satisfaction, la recommandation, les verbatims, l'effort client également, et tout ce qui est résolution au premier contact et churn va également rentrer en ligne de compte sur ces profils, mais de manière un peu plus en second plan, on va dire. Alors, concrètement, comment passer de vos données d'enquête à des profils clients exploitables? Donc, c'est ce qu'on va illustrer maintenant avec un exemple issu du secteur banque-assurance. D'accord? Donc, tous les personnages que vous verrez à l'écran sont tous issus d'une même enquête de satisfaction. Mais vous verrez, là, vous voyez, là, on a un premier personnage, un premier profil. Pas content. Pas content. Donc, on a, vous verrez, à côté de chaque profil, les scores qu'ils ont obtenus à travers l'enquête. Et vous verrez, quand on aura présenté tous les personnages, c'est des profils qui n'ont pas du tout les mêmes attentes, pas le même niveau de satisfaction, pas la même implication. Donc, c'est vraiment les spécificités de chacun qui fait qu'on a, l'objectif, c'est d'avoir des profils vraiment utiles et actionnables. Donc, je vais commencer par vous présenter Jean. Jean est consultant et il a eu un problème d'inondation dans son appartement. Donc, il n'est pas du tout satisfait de la façon dont son assurance a traité le sinistre. Et il en parle finalement assez négativement autour de lui. Donc, clairement, on est ici face à un détracteur. On vous présente également Sophie. Donc, Sophie, elle a 34 ans. Elle est cadre dans une multinationale. Et Sophie, elle part du principe que tant que tout va bien, elle ne se préoccupe pas de toutes ces questions administratives. Donc, elle est plutôt satisfaite, mais elle n'est pas très engagée. Par exemple, elle ne laisse pas de verbatim dans les enquêtes. Elle répond, mais de manière très succincte. Alors ensuite, on a Michel. Michel est jeune retraité. Alors, c'est un client fidèle. Il a toutes ses assurances au sein de la même enseigne. Il est très satisfait, notamment de la relation avec son conseiller. Alors, on a également Emma. Donc, Emma, elle est commerçante. Elle a eu un accident l'année dernière. Alors, elle n'était pas en tort, mais en tout cas, elle est ravie de la manière dont son assurance a géré le sinistre.
Et Emma, elle est très active sur les réseaux sociaux. Et en parallèle de ça, elle a laissé énormément d'avis positifs sur toutes les plateformes qui étaient disponibles. Donc, on voit vraiment, en dehors du fait qu'elle a donné de très bonnes notes, un engagement qui est très élevé. Ensuite, on a Nadia. Alors, Nadia, elle a un profil un petit peu plus complexe. On voit qu'elle n'est pas complètement insatisfaite, mais c'est une cliente qui est très exigeante, qui compare beaucoup les prix. Voilà, il y a un risque qu'elle parte à la concurrence. Donc, vraiment, une cliente, c'est ce qu'on va appeler une cliente à risque. Et en dernier lieu, on vous présente Thomas. Donc, Thomas, il est artisan et clairement, Thomas, il n'a pas de temps à consacrer à son administratif personnel. Donc, il ne répond pas aux enquêtes. Il a très peu d'interaction de manière générale avec son assurance. Donc, c'est ce qu'on appelle un client silencieux. Alors, on va maintenant passer à la partie un petit peu plus opérationnelle et vous détailler quelles actions on va pouvoir mettre en place pour chacun des profils qu'on a identifiés. D'accord. Pour chaque profil, vous verrez, on a choisi de présenter 3 actions. Donc, ce n'est pas du tout exhaustif, mais ça permet finalement d'avoir un exemple d'action qu'on peut mettre en œuvre, qu'on peut actionner pour chacune des problématiques, on va dire. Globalement, c'est un peu nos bonnes pratiques qu'on peut mettre en place dans nos enquêtes qu'on travaille en prestation ou en accompagnement avec nos clients. Exactement. Alors, pour commencer, on va s'intéresser à un profil assez sensible. Ce sont les détracteurs. Donc, rapidement, ce sont souvent les clients qui vont mettre une note de recommandation de 0 à 6 dans vos enquêtes. Des clients insatisfaits, peu engagés et qui n'hésitent pas finalement à exprimer un mécontentement fort. Alors, il y a plusieurs risques. D'abord, un bouche-oreille négatif. Également, un effet boule de neige auprès des autres clients. Un désengagement total qui peut mener au churn. D'accord ? Mais au-delà des risques, il existe une vraie opportunité, il faut en avoir conscience, c'est que ce sont souvent des clients qui sont francs, exigeants et qui n'hésitent pas à faire part de points d'insatisfaction sur lesquels finalement on va pouvoir travailler pour améliorer notre offre et nos services. Donc l'opportunité, c'est vraiment de transformer ici l'insatisfaction en levier. Alors, quelles actions possibles face aux détracteurs ? D'abord, les recontacter rapidement dans un délai de 24 à 48 heures. Donc, c'est vrai que quand un client se positionne comme détracteur, c'est qu'il a vécu une situation finalement décevante. Donc, il ne faut vraiment pas laisser traîner. On va pouvoir soit le rappeler, soit lui envoyer un message. Et l'objectif ici, c'est vraiment de rétablir le lien et de restaurer la confiance du client. Alors, ici, on vous montre quelques visuels, un exemple de ce que l'on peut faire pour certains de nos clients. Pour faciliter les rappels, il est possible d'automatiser des alertes dès qu'un client est identifié comme détracteur. Donc, le but, c'est que le conseiller ou le responsable va recevoir finalement un mail qui lui indique qu'un client a été considéré comme détracteur dans l'enquête. Et on a avec le mail une fiche de rappel qui permet finalement d'accompagner le rappel, de faciliter le rappel en rappelant les informations du client et puis d'avoir un suivi. Deuxième action possible, c'est d'analyser les commentaires et capter les signaux faibles. Alors, c'est vrai que les verbatims, on sait, c'est une vraie mine d'or qui permettent souvent de déceler les attentes et aussi les vrais irritants. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de voir à travers l'analyse des verbatims, à travers l'analyse sémantique, vraiment ce qui impacte la satisfaction. Et je pense qu'on a souvent besoin des verbatims pour accompagner les différents indicateurs, pour avoir un petit peu plus de contexte et un petit peu plus de matière pour comprendre. Troisième action, on va pouvoir mettre en place un parcours de rattrapage, on va dire, pour réparer la relation dans certains cas. Alors, ça pourra être, par exemple, une remise, un geste commercial, le test d'une nouvelle version. Donc là, c'est vraiment d'essayer de réengager le client avec une attention personnalisée et finalement faire en sorte de transformer son expérience qui a été décevante, son expérience négative,
et montrer qu'on l'écoute et qu'on essaye finalement de faire en sorte de le satisfaire au maximum. C'est du cas par cas. Exactement. Alors, si on reprend notre profil, hein, Jean, qu'on a présenté tout à l'heure, pour lui, s'il y avait une action phare à mettre en place, ce serait finalement d'être assez réactif, de le recontacter rapidement, puisqu'on l'a vu, il a été vraiment déçu par quelque chose d'assez ponctuel, hein, par la gestion de son sinistre. Donc là, pour, on va dire, désamorcer la frustration, ce qui nous paraît adapté, c'est de le recontacter rapidement. Alors, on enchaîne avec les neutres. Donc, les neutres, rappelez-vous, c'est Sophie. Donc, les neutres, généralement, c'est une note de reco de 7 à 8, souvent qui va avec une insatisfaction correcte, voilà. Mais surtout, c'est des gens qui sont peu engagés, ils sont ni enthousiastes, ni critiques. Donc, avec eux, forcément, il y a un risque, c'est qu'il va y avoir potentiellement un désintérêt qui va aboutir sur un désengagement progressif qui lui-même peut, au final, arriver sur un départ silencieux et donc une vraie perte d'opportunité de fidélisation. Les ignorer, en fait, au final, c'est se dire qu'on va les perdre un jour ou l'autre. Mais ces neutres, en fait, c'est aussi une opportunité parce qu'en fait, c'est une solide base à fidéliser. Et si on arrive à stimuler leur intérêt, on va peut-être révéler un potentiel et les faire évoluer plutôt vers la case du dessus qu'on verra tout à l'heure avec Marilyn. Donc là aussi, 3 actions. La première, une action simple qui est d'envoyer un message de remerciement et de proposer un échange complémentaire suite à la réponse à l'enquête de satisfaction. Donc là, l'idée, c'est vraiment de souligner leur importance dans l'amélioration continue et de créer du lien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi faire à travers nos solutions et qu'on met souvent en place pour nos clients avec Marilyn. Dans notre jargon, on appelle ça un module conversationnel. Donc, c'est après l'enregistrement de la réponse à l'enquête, c'est de pouvoir laisser un message complémentaire qui peut être lié au questionnaire ou pas, mais en tout cas de donner la possibilité de créer une conversation avec, par exemple, l'agent d'assurance et d'enclencher quelque chose. Donc, ça peut être, par exemple, d'adresser un compliment, une insatisfaction, une suggestion ou toute autre chose, par exemple, pour prendre un rendez-vous, peu importe. Mais voilà, on va, avec ce système, permettre de créer vraiment du lien. Et pour vous donner un exemple, là, sur un client pour lequel le dernier client pour lequel on a mis ça en place, on avait à peu près 40% des clients, de notre client qui laissaient des verbatims pour justifier la note de satisfaction. Et en fait, on a 20% des clients qui ont aussi utilisé ce module conversationnel pour entrer en contact avec leur agence. Donc, bien évidemment, le pourcentage était plus élevé chez ceux qui avaient laissé un verbatim. On est aux alentours de 30%, puisque c'est une plateforme qui continue de fonctionner. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que 15% des gens qui n'avaient pas laissé de verbatim et donc qui ne nous avaient pas donné de matière à travers l'enquête ont utilisé ce module conversationnel pour rentrer en contact avec leur agence. Donc vraiment, il faut se dire qu'on va pouvoir utiliser cette action pour créer du lien. On va aussi analyser les profils et les comportements en détail. Pourquoi ? Dans l'idée de guider une approche qui soit différenciée, parce que les neutres, ils peuvent être très différents les uns des autres. On va avoir des neutres dormants, on va avoir des neutres engagés, et forcément, le suivi qu'on va avoir avec ces différents types de neutres ne va pas être exactement le même. Et dernière possibilité, enfin en tout cas la dernière qu'on évoque aujourd'hui, ça va être de lancer une enquête complémentaire ciblée. Alors ça peut aussi être des entretiens individuels si vous êtes en B2B ou si les effectifs de certaines cibles sont très faibles, mais de lancer quelque chose en plus pour justement identifier le petit plus qui va déclencher l'enchantement et comprendre en fait ce qui les retient de devenir promoteurs. On veut transformer l'indifférence de ces personnes-là en préférence. Et donc, pour Sophie, on propose notamment de passer par cette enquête complémentaire parce que ce qu'on veut avec Sophie, c'est qu'elle nous en dise plus et on veut la réengager. Elle a besoin d'un contenu personnalisé, Sophie, donc cette enquête complémentaire va peut-être nous permettre d'identifier ce qui va pouvoir faire progresser son engagement.
Alors, parlons maintenant des promoteurs. Alors, ce sont les clients qui vous laissent une note de recommandation de 9 ou 10 dans vos enquêtes de satisfaction. Donc, des clients souvent très satisfaits, fidèles et qui expriment une forte intention de recommandation. Mais attention, c'est pas parce que vos clients sont promoteurs que c'est forcément des ambassadeurs actifs. C'est-à-dire qu'ils vont qu'ils vont parler publiquement et ouvertement de leur satisfaction de manière sur les réseaux sociaux ou autres. Donc ici, l'opportunité, c'est vraiment de transformer finalement cette satisfaction en prescription, faire en sorte que ces clients ils deviennent prescripteurs de la marque, qu'ils en parlent autour d'eux de façon positive. Donc, ça va être de les inciter finalement à défendre de votre marque, vos services. Alors, quelles actions pour les promoteurs ? Premier levier, c'est d'inciter les clients à laisser un avis sur une plateforme en ligne. Alors, cela amplifie d'abord la visibilité et la crédibilité de la marque grâce à des recommandations authentiques. Et ça donne aussi l'opportunité finalement à ses clients de s'exprimer publiquement. Alors, par exemple, à la fin de votre enquête de satisfaction, sur la page de remerciement, vous pouvez inviter vos clients à laisser un avis sur votre page, par exemple Google, un avis Google. Donc là, on l'a illustré, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement avec nos clients. Donc, le petit logo interactif qui permet d'accéder finalement à la page Google en se connectant. Pour aller un petit peu plus loin, on peut aussi finalement aspirer les données et venir faire une analyse des avis Google. Ça viendrait en complément de l'enquête et on va essayer dans un tableau de bord de mettre en évidence certains indicateurs. Ici, on voit le nombre d'avis, la note moyenne et éventuellement des évolutions dans le temps. Donc, ça vient vraiment compléter peut-être des résultats que vous pouvez avoir par ailleurs dans une enquête. Deuxième levier, c'est d'impliquer les clients dans des initiatives de co-création. Donc, par exemple, des ateliers de réflexion, une enquête d'amélioration, un test produit. Donc là, c'est vraiment de faire en sorte que le client devienne un acteur du développement de l'offre. Donc, c'est vraiment de le prendre en compte et finalement de favoriser son engagement dans la durée et de manière vraiment pertinente. Troisième levier, pour aller un petit peu plus loin, c'est de lui offrir une expérience exclusive, comme tester une nouveauté en avant-première, par exemple. C'est une façon concrète de le remercier, de le récompenser pour son implication et de créer finalement avec lui une relation un petit peu privilégiée dans la mesure où c'est un client fidèle et souvent satisfait. Alors, pour Michel, donc ce que l'on propose comme action phare, c'est effectivement de lui montrer une action particulière et, par exemple, l'inviter à un atelier. Donc, c'est un petit truc en plus pour lui parce que c'est un client satisfait et ça permet de prolonger finalement notre relation avec lui. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus vite pour respecter le timing. Donc, rappelez-vous, Emma, c'était notre ambassadrice. Donc, la différence entre les ambassadeurs et les promoteurs, globalement, c'est que les ambassadeurs, en plus d'être super positifs, ils vont vraiment parler de la marque, la défendre et influencer leur entourage. Donc là, forcément, le risque, c'est que si on perd leur influence, on va forcément potentiellement perdre des recrutements de clients. Donc, il faut vraiment entretenir la relation avec ces ambassadeurs. Et l'opportunité, c'est de se dire que c'est des puissants relais de la marque et que c'est donc des partenaires clés dans la stratégie d'influence. Ça va permettre de renforcer à la fois la communauté et la notoriété. Donc, toutes les actions que vous a présentées Marilyn pour les promoteurs, ça fonctionne aussi pour les ambassadeurs. Ce qu'on peut faire également, ça va être de mettre en place un système de parrainage avec l'idée de se dire qu'on va fidéliser les ambassadeurs et les rendre acteurs de la croissance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi à travers nos solutions et qu'on fait pour certains de nos clients en mettant en place en fait une demande de parrainage sur nos enquêtes qui va ensuite découler sur un mail automatique, etc., pour que l'agence prenne contact avec la personne recommandée pour une éventuelle inscription.
On a aussi la possibilité de lancer des enquêtes flash qui vont permettre de co-construire avec eux l'offre ou l'expérience client. Et là, l'idée, c'est vraiment de leur donner un rôle actif et valorisant en fait d'éclaireur client. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire avec des communautés, donc par exemple Community ou d'autres, mais avec cette idée de communauté pour vraiment créer du lien personnalisé avec ses ambassadeurs. Et la dernière chose qu'on peut aussi faire, c'est solliciter un témoignage structuré pour en fait utiliser ces ambassadeurs comme preuve sociale. Donc là, c'est ce qu'on vous propose de faire avec Emma. Pourquoi ? Parce qu'on a dit qu'Emma, elle était très active sur les réseaux sociaux. Donc le fait d'avoir un témoignage de sa part et le fait qu'elle le mette en avant sur les réseaux sociaux va permettre de crédibiliser les promesses de la marque. Alors, on va parler maintenant des clients à risque. Donc, ce sont ces clients qui montrent des signes de désengagement. Par exemple, ils ont moins d'interactions, des achats en recul. Et puis, parfois, ce désengagement, il peut être même exprimé à travers l'enquête de satisfaction. Donc, il y a un risque vraiment majeur, c'est qu'on est souvent finalement à un seuil de rupture. Mais il existe une vraie opportunité. Si on identifie finalement à temps les signaux faibles, on va pouvoir prévenir le départ de ces clients et essayer de restaurer finalement la relation, de prolonger la relation avec eux. Alors, quelles actions pour ces clients à risque ? La première étape, vraiment, c'est d'identifier les moments du parcours où les clients rencontrent des difficultés ou des dysfonctionnements. Alors, on va regarder des données, par exemple, comme le taux d'abandon d'une action, la non-utilisation d'une fonctionnalité, ou ça peut être aussi des niveaux de satisfaction très faibles sur des items un peu précis dans l'enquête de satisfaction qui vont nous permettre de vraiment repérer les moments du parcours, les moments finalement où le client est vraiment insatisfait. Alors, en complément des enquêtes, les irritants peuvent aussi être remontés à partir d'une plateforme qui peut être proposée par vos équipes en interne. Donc là, l'objectif, c'est de permettre finalement aux collaborateurs de saisir un nouvel identifiant, puisqu'ils sont en contact avec les clients, de venir saisir l'irritant et puis de gérer dans le temps ces irritants en mettant en place, pour certains, quand on voit que c'est un irritant vraiment qui est fort, qui est souvent évalué, on va venir mettre en place un plan d'action pour corriger les problèmes. Donc ça, c'est vraiment une plateforme que l'on propose pour certains de nos clients et qui est proposée auprès des équipes en interne et qui vient compléter finalement les enquêtes de satisfaction. Deuxième action, ça va être de mettre en place un scoring. Alors, ce score permet d'évaluer individuellement le risque de départ. Donc là, l'idée, c'est de prendre plusieurs indicateurs comme la note de satisfaction, l'ouverture des emails ou bien le temps depuis la dernière interaction. Chaque critère va recevoir un poids et à partir de ça, on va calculer un score. Donc, plus le score est élevé, plus le client est considéré à risque. Et c'est auprès de ces clients qu'on va devoir mettre des actions, en tout cas prioritairement. Et pour aller un petit peu plus loin et relancer l'intérêt, on va pouvoir proposer une offre de réengagement. Par exemple, ça va être un avantage exclusif, un accès en avant-première à une nouveauté ou bien un entretien avec un expert produit qui va venir un petit peu rassurer le client, mettre en avant les fonctionnalités et les garanties du produit. Donc, c'est justement cette offre de réengagement que l'on imaginait pour Nadia pour essayer de la rassurer et de prolonger la relation avec elle. Et pour terminer, donc Thomas, donc rappelez-vous, Thomas, c'était l'illustration de nos silencieux. Donc, nos silencieux, c'est des clients qui sont difficiles à lire. Forcément, ils passent un peu à travers les radars. Au final, ils ne déclenchent pas d'alerte, mais du coup, il n'y a pas de personnalisation qui sont faites auprès de ces clients-là. Et souvent, en fait, les silencieux, ils sont très nombreux. Donc, il faut quand même arriver à en faire quelque chose. Donc, forcément, avec eux, le risque, c'est qu'ils finissent par s'en aller parce qu'ils sont complètement invisibles.
Mais il faut aussi voir une opportunité en se disant qu'on doit essayer absolument de donner une voix à cette cible qui est sous-exploitée pour arriver à la réengager. Donc là aussi, plusieurs actions possibles. D'abord, de suivre en fait les taux de réponse aux sollicitations. Là, vraiment, l'idée, c'est de mieux comprendre tout ce qui est KPI d'ouverture, que ce soit des enquêtes, des emailing, peu importe, de tout, lié au dispositif d'écoute ou autre. Mais c'est de comprendre pourquoi ils ne répondent pas par ces canaux, pourquoi s'il y a des horaires qui fonctionnent mieux, etc. Et l'idée aussi, c'est peut-être de se dire qu'on va sortir du tout email, parce que c'est actuellement, quand même, on est surtout dans du tout email. Et peut-être qu'en fait, il y a des cibles qu'il va falloir aller chercher par des appels téléphoniques. Certes, c'est plus intrusif, mais c'est aussi efficace. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place à travers ce suivi des taux d'ouverture. On va aussi proposer des micro-formats d'expression pour réduire un peu la friction à l'expression. Donc là, ça peut être, par exemple, tout simplement en intégrant déjà la première question de votre enquête de satisfaction dans le mail. Et on voit, on le fait souvent, on perd un peu des gens qui vont juste cliquer sur la note et qui ne vont pas poursuivre l'enquête. Mais ces gens-là, en fait, si on n'avait pas mis cette question dans le mail, ils n'auraient pas répondu. Donc, ça permet quand même déjà de mobiliser aussi ces personnes davantage. Et on va également partager les résultats qui viennent d'autres clients. Pourquoi ? Parce que si on leur dit « grâce à vos retours, on a fait ça, ça, ça », là, ils vont voir aussi ces clients silencieux que s'ils s'exprimaient, potentiellement, leur retour serait pris en considération. Et on va chercher à instaurer vraiment de la confiance. Donc ça, on peut le faire avec une infographie, par exemple, dans Sphinx, qui va mettre en avant les résultats clés. Et ce qui peut aussi être intéressant dans cette infographie, c'est de donner accès si c'est une infographie en ligne, parce que forcément, en papier, ça va être un peu plus compliqué. Mais si vous avez une infographie en ligne, c'est aussi de donner accès à certains verbatim, parce que ça va permettre aux clients, justement silencieux, de peut-être se retrouver dans certains verbatim et donc de davantage s'engager sur peut-être d'autres enquêtes ultérieures. Et donc, pour Thomas, c'est ce qu'on conseille de faire parce qu'en l'occurrence, les résultats du baromètre sont bons. Il y a une très bonne évaluation sur le savoir-être et le savoir-faire des agents. Et c'est quelque chose peut-être à mettre en place, notamment auprès de Thomas qui est artisan, chez qui ça peut faire écho. Donc voilà, on a un tout petit peu débordé, mais il nous reste juste la slide de conclusion. Alors, on va aller vite, on arrive au bout du webinaire. Donc, simplement pour conclure, une chose essentielle, c'est que chaque client mérite une attention personnalisée. On l'a vu, c'est en adaptant vos actions aux différents profils que vous allez pouvoir vraiment maximiser votre impact. On peut aussi retenir que l'avis de tous les clients compte, tous nos clients comptent, donc, et même les silencieux. Donc, même si on n'a pas forcément d'indicateurs à partir des enquêtes de satisfaction, il va falloir trouver les moyens d'aller les écouter, d'aller les interroger autrement. L'objectif également, c'est pas de traiter un retour client ici ou là, mais bien de construire une relation durable. Donc, l'objectif, ça va être d'avoir pas seulement une interaction ponctuelle, mais vraiment trouver des actions dans la durée et pourquoi pas venir suivre, avoir un suivi de vos actions que vous avez mis en place pour voir les retours qu'on peut avoir sur ces différentes actions. Et enfin, l'analyse des verbatim, on en a parlé, c'est un levier puissant et vraiment, ça permet de mieux comprendre les différents segments de clients, ça permet de compléter les indicateurs qu'on peut avoir par ailleurs à travers les enquêtes ou autres. Donc, c'est vraiment un point qui nous paraît essentiel. Et c'est du coup une transition toute trouvée pour vous inviter à notre prochain webinaire, donc toujours de cette série dédiée à l'expérience client. Donc, ça sera le numéro 6. Il aura lieu le 10 juillet. Donc, c'est de la voix du client à l'action, structurer et exploiter vos verbatim. Il vous sera présenté par Marion, qui est notre collègue au pôle Quanti, et également par Myriam, qui, elle, du coup, est notre collègue aussi, mais plutôt au pôle Cali. Voilà, donc on espère que ce webinaire vous a plu. On vous remercie d'avoir été aussi nombreux à nous suivre jusqu'au bout.